Les éditions Sixtrid, avec l'aimable autorisation des éditions Pygmalion, présentent Mozart, la lumière de Dieu, de Mildred Clary, lu par Marc-Henri Boisse. Non più avrai questi bel pennacchini, quel cappello leggero e gallante, quella chioma, quell'aria brillante, quel vermiglio donnesco color. Première partie. L'enfant miracle. Chapitre 1. Entrée. Apparition du petit Wolfgang. Des 7 enfants auxquels les parents de Mozart donnent naissance, seulement 2 survivent. À cette époque, c'est la moyenne. Wolfgang est le dernier. Il naît le dimanche 27 janvier 1756. Sa sœur, Marianne, dite Nannerl, dont les dons se manifestent très tôt, tout comme pour son frère, est la 4e. Elle a 4 ans et demi de plus que lui. La petite ville de Salzbourg, située aux confins de la Bavière et de l'Autriche, est le siège archiépiscopal et la capitale d'une principauté ecclésiastique indépendante, comme il en existe alors un certain nombre en Allemagne. Wolfgang n'est donc nullement autrichien puisque né au sein du Saint-Empire romain germanique, ce qu'il revendiquera souvent avec fierté par la suite. Nous savons peu de choses sur les rapports entre les enfants et leur mère, Anna Maria. Elle ne joue, semble-t-il, d'aucun instrument. A-t-elle néanmoins un sens musical? Nous l'ignorons. Elle semble avoir été complètement soumise aux volontés du pater familias, Léopold, et sans doute est-elle émerveillée d'avoir donné le jour à des êtres aussi doués. Anna Maria est issue d'une famille parfaitement respectable, fille du curateur de Saint-Ghislaine, Wolfgang Nikolaus Peterl. Mais son éducation, comme pour beaucoup de jeunes filles, a été plutôt limitée, à en juger par le style des quelques lettres qui subsistent d'elle et qui sont truffées de fautes d'orthographe, des lettres plutôt frustes et terre-à-terre. Quant à Léopold, qui s'appelle en fait Johann Georg Mozart, qui est-il au juste, cet homme auquel Wolfgang ne cessera de se soumettre? Ce n'est nullement un esprit borné. Il s'adonne avec passion et opiniâtreté à l'éducation de ses 2 enfants. Ses intérêts ne se limitent pas à la musique, loin s'en faut. Il est curieux de tout et très cultivé. Passionné par les études, il a appris le latin et le grec, le français, l'italien, l'histoire, les mathématiques, les sciences naturelles. Il possède 2 microscopes, un tout petit télescope, un globe terrestre et un atlas. Il porte une attention passionnée aux découvertes scientifiques. Par ailleurs, ses véritables dons de pédagogue se manifestent par une méthode instrumentale fondée sur la pratique et sur l'exactitude qui est couronnée de succès. Versuch einer gründlichen Violinschule. Recherche d'une méthode fondamentale du violon, Augsbourg, 1756, qui devient vite célèbre. Elle est traduite en plusieurs langues, dont le français, le néerlandais et même le russe, et elle sera appliquée jusqu'au XIXe siècle. Le célèbre compositeur allemand Johann Adolf Hasse l'appréciera. J'ai fait la connaissance d'un certain monsieur Mozart, maître de chapelle de l'évêque de Salzbourg, personnage spirituel, fin et homme du monde, et qui, je crois, est fin connaisseur tant en musique que dans les autres domaines. Léopold se sait plutôt supérieur à ses contemporains du même milieu. Il ne manque pas de le leur faire sentir. Il émet des jugements présomptueux, parfois non sans humour. Il lui arrive même de caricaturer ses propres travers et sa manie de tout savoir mieux que les autres. La naissance de Wolfgang survient au moment où sa notoriété s'étend déjà à toute l'Europe. Mais il se donne comme mission essentielle de faire de son fils un grand musicien, ce en quoi celui-ci reconnaît tout lui devoir. Tout de suite après Dieu, il y a mon papa. Et sans doute renonce-t-il désormais à ses ambitions personnelles, puisqu'il ne dépassera jamais le grade officiel de Vice-Kapellmeister auprès de l'évêque, à l'indignation de son fils. Mais Léopold ne se réalise pleinement qu'à travers ce fils et dans une certaine mesure à ses dépens sans doute, l'astreignant trop jeune à un travail de forçat. Il oriente tous ses efforts afin que Wolfgang atteigne le but auquel lui-même n'est pas parvenu, persuadé, comme il le sera toujours, du bien fondé de son sacrifice. Même lorsque son fils sera au loin,
Léopold continuera à se manifester par de longues épîtres truffées de recommandations, de mises en garde, sans trop tenir compte des réactions qu'il provoque ou des états d'âme de son destinataire. J'ai toujours cru que tu devrais me considérer plutôt comme ton meilleur ami que comme ton père. En effet, tu as 100 preuves qu'au cours de ma vie, j'ai été davantage soucieux de ton bonheur et de ton plaisir que du mien. Et encore, réfléchis, et demande-toi si je ne t'ai pas traité tout le temps avec amitié, si je ne t'ai pas servi comme un valet son maître, si je ne t'ai pas offert toutes les distractions possibles et si je ne t'ai pas aidé souvent aux dépens de ma propre commodité. Léopold s'applique de bonne heure à inculquer à sa fille les fondements de la musique, une discipline qu'elle absorbe, semble-t-il, avec précocité. Son jeu au clavier est souple, son doigté remarquable. Léopold se montrera très fier d'elle. Ma fille est la virtuose la plus habile d'Europe, alors qu'elle n'a que 12 ans. Plus tard, lors des grandes tournées avec son frère, les connaissances de Nannerl ne feront que s'affirmer, en bonne partie grâce à celui-ci. Bien qu'étant son aîné, elle se dira avec fierté être son élève. De son côté, Wolfgang prend d'emblée l'habitude de lui soumettre ses compositions. Il attache beaucoup de prix à ses jugements. Longtemps, les deux enfants vont s'appuyer l'un sur l'autre, un lien que soude leur intérêt commun pour la musique. Peut-être, plus tard, lorsque le temps les éloignera, est-ce essentiellement ce lien qui subsistera. Les enfants se ressemblent. Tout comme son frère, Nannerl a une nature douce, aimante, émotive. Tout comme lui, elle aime à se moquer. Lorsqu'il l'attaque, elle riposte gaillardement. De son côté, dès l'âge de 3 ans, Wolfgang est déjà attiré par la musique. Grâce à sa sœur, quelques reflets de sa vie à cette période sont connus. Wolfgang révéla tout de suite le talent extraordinaire qu'il avait reçu de Dieu. Souvent, il se divertissait pendant des heures à rechercher des tierces au clavecin, avec un plaisir ingénu à entendre l'agréable harmonie qu'il produisait chaque fois. Dans sa 4e année, son père commença à lui enseigner au clavecin, pour ainsi dire par jeu, quelques menuets et autres pièces, études qui coûtaient si peu de peine aussi bien au père qu'à l'enfant, que ce dernier apprenait une pièce entière en 1 heure et un menuet en 1 demi-heure, de façon à pouvoir les jouer sans aucune faute, avec la mesure et la netteté les plus parfaites. Un cahier porte les traces des premiers tâtonnements de Wolfgang sur le clavier. À 4 ans, il s'efforce d'apprendre comme il peut les morceaux destinés à sa sœur. Léopold, méticuleux, y appose la date à laquelle son fils les a déchiffrés. On constate ainsi qu'en 2 années, Wolfgang épuise le cahier. En dessous d'un menuet, Léopold note fièrement « Ce menuet et trio ont été appris par Wolfgang en 1 demi-heure le 26 janvier 1761, un jour avant sa 5e année, à 9h30 du soir. » Nannerl raconte aussi que son père transcrit dans les pages encore blanches de son propre cahier les premières œuvres composées par son frère. Wolfgang fit de tels progrès que dans sa 5e année, il composait déjà de petits morceaux qu'il jouait à son père et faisait noter sur le papier par celui-ci. Jamais il ne fallut le contraindre pour composer ou pour jouer. Au contraire, il fallait toujours le distraire, autrement il serait resté jour et nuit assis au piano ou à composer. Celui-ci manifeste déjà un goût plutôt vif pour le menuet et pour la danse, puisque Nannerl rapporte qu'à l'âge de 5 ans, son frère foule pour la première fois les planches d'une scène de théâtre en tant que danseur. Elle relate fidèlement les événements, et toujours, même lorsqu'elle y est associée, dans le style d'une chronique objective. Dans la 6e année de Wolfgang, son père a fait avec lui un premier voyage qui l'a conduit à Munich, où les 2 enfants se sont fait entendre au prince électeur Maximilien III. Après un séjour de 3 semaines dans cette ville, les Mozart sont rentrés à Salzbourg. De ce voyage, nous ne savons rien de plus. À cette période de leur enfance, Nannerl est, comme les autres, éperdu d'admiration pour ce frère. Étant enfant, il a le désir d'apprendre tout ce qu'il voit. Il montre beaucoup de disposition pour le dessin et le calcul, mais il est trop absorbé par la musique pour pouvoir manifester ses talents en toute autre branche. Wolfgang pratique le violon, le clavecin et l'orgue, mais sa santé est frêle. Il tombe fréquemment malade. Sa sensibilité extrême le fragilise jusqu'à ne pouvoir supporter la sonorité de certains instruments, celle de la trompette par exemple. Un vieil ami de la famille Mozart,
Andreas Schartner, trompettiste à la cour de l'archevêque, racontera plus tard que même la vue de cet instrument lui cause une frayeur irraisonnée, comme si on lui eût mis sur le cœur un pistolet chargé. Quant à entendre l'éclat cuivré de sa sonorité, à peine l'eut-il perçu qu'il pâlit, commença à s'évanouir, et si j'avais continué, certainement, il aurait eu des convulsions. Schartner est un témoin précieux du développement de l'enfant Wolfgang à l'âge de 5 ans, de combien celui-ci est à la fois avide et tendre. Dès qu'il commença à s'adonner à la musique, tous ses sens furent comme morts à toute autre occupation, et même les enfantillages et petits jeux devaient, pour l'intéresser, être accompagnés de musique. Quand, pour nous amuser, nous transportions, lui et moi, les jouets d'une pièce à l'autre, il fallait que nous chantions chacun une marche. C'est encore Schartner qui révèle les premières tentatives du jeune Wolfgang pour écrire un concerto. Celui-ci est tout feu tout flamme et d'un emballement facile. Il s'attache exclusivement à ce qu'on lui donne à apprendre qu'il met tout de côté, même la musique. Il ne veut qu'apprendre. Enfant, il est peu sensible aux éloges, mais attentif aux critiques des connaisseurs. Après la mort de son frère, Schartner racontera à Nannerl l'histoire charmante du violon de beurre. « Vous pouvez vous rappeler que j'avais un très bon violon, que feu Wolfgang Gerl appelait toujours le violon de beurre, parce qu'il avait un son doux et rond. Un jour, peu après que vous fûtes revenu de Vienne, il en joua et n'eut pas assez d'éloges pour mon violon. Il me dit tout de suite « Qu'arrive-t-il à votre violon de beurre ?» Et il continua de racler à son idée en réfléchissant, puis il me dit « Monsieur Schartner, votre violon était accordé un quart de ton plus bas que le mien quand vous l'avez accordé la dernière fois que j'ai joué dessus. » J'en ris d'abord, mais votre père, qui connaissait l'extraordinaire sensibilité et mémoire des sons de son fils, me pria d'aller chercher mon violon pour voir s'il avait raison. Je le fis, et c'était exact. Les témoignages de Schartner, 40 ans après ces événements, sont particulièrement touchants, car investis d'une véritable tendresse. S'ils avaient survécu, les 5 autres enfants auraient-ils été dotés de ces mêmes natures d'exception, de cette même étincelle musicale? Chapitre 2. Vienne, le premier voyage. En 1762, Wolfgang n'a que 6 ans et Nannerl bientôt 11, lorsque Léopold estime pouvoir produire ses 2 enfants en public. Le dressage qu'il leur a fait subir est destiné à les révéler à tous, de manière indéfectible. Toutes les potentialités des enfants devront être développées et exhibées aux princes de ce monde, et dans un souci de perfection qui inclura bien entendu l'apparence extérieure. Sans doute, est-ce lui qui inculque d'emblée à son fils le goût du paraître vestimentaire, qui ne le quittera jamais, même au plus fort de la pénurie. Les mises élégantes, les boucles de souliers, les passements, les galons. Léopold, au service du prince archevêque Sigismond von Strattenbach, demande un long congé. Il fait un emprunt au bienveillant propriétaire de son immeuble, Hagenauer, et lance la petite famille sur un itinéraire long et ardu, tel des baladins victimes des hasards de la route, de logements douteux, et surtout du bon vouloir de ceux que le chef de famille, muni de lettres d'introduction, est bien résolu à courtiser. Le voyage entre Salzbourg et Vienne dure plus de 15 jours. Il s'accomplit partiellement par voie d'eau sur le Danube. Il y a bien quelques étapes pour des concerts, mais l'objectif de Léopold, c'est de s'introduire auprès de l'impératrice Marie-Thérèse, rien de moins qu'elle, et de faire entendre ses enfants aux hôtes prestigieux du château de Schönbrunn. La rencontre entre le fils de l'impératrice, l'archiduc Joseph, le futur empereur Joseph II, et Mozart est significative. Une partie importante de sa carrière se déroulera sous la férule de celui-ci. La première audience avec les souverains, le 13 octobre, provoque chez Léopold une fierté non dissimulée. Il s'empresse de renseigner ses amis salzbourgeois. Nous avons été reçus par leur majesté avec une bienveillance tellement extraordinaire que, lorsque je le raconterai, on prendra cela pour une fable. Le Wolferl a sauté sur les genoux de l'impératrice, lui a mis les bras autour du cou et l'a bravement embrassée. Certains témoignages nous apprennent cependant qu'il ne s'agit pas pour Wolfgang de se laisser embrasser par n'importe qui.
Mademoiselle de Goudenous, qui joue bien du clavecin, lui donna un baiser. Il s'essuya le visage. Nannerl rapporte que certaines séances musicales durent plus de 3 heures. Au cours de l'une d'elles, à laquelle assistent précisément Leur Majesté impériale Marie-Thérèse et François Ier, ainsi que les archiducs et archiduchesses, l'empereur s'amuse à mettre à l'épreuve le jeune Wolfgang. Il lui dit que ce n'était pas difficile de jouer avec tous ses doigts, mais ce qui serait malaisé, ce serait jouer sur un clavecin qu'on aurait recouvert d'un tissu. Là-dessus, l'enfant se mit aussitôt à jouer d'un seul doigt avec la plus grande agilité. On fit alors recouvrir les touches du clavier et Wolfgang joua par-dessus le drap, tout à fait comme s'il s'était déjà exercé souvent à ce tour de force. Wolfgang manifeste déjà le parfait naturel qui le caractérisera toujours et qui est le privilège de ceux qui se sentent instinctivement appartenir au domaine des élus. Déjà, sans indulgence envers ceux qui, selon lui, trahissent la musique, il n'hésite pas à s'exclamer avec indignation « C'est faux, quelle horreur !» lorsqu'il entend le petit archiduc torturer son violon dans l'antichambre. Léopold craint toujours que par son comportement, son fils ne démérite auprès de l'élite, ce en quoi il n'a pas tort. Mais c'est sans compter avec son génie qui n'a pas besoin de recourir à des bassesses pour plaire, du moins auprès de ceux qui sont aptes à l'apprécier à sa juste valeur. Il fera de toute manière peu le cas des autres au cours de sa vie, et quel que soit le prix qu'il devra payer pour cela. À une époque où le sort d'un musicien dépend intégralement de la place qu'il réussit à se faire dans la hiérarchie sociale et du bon vouloir des princes, on peut comprendre l'importance qu'un homme de peu de génie comme Léopold accorde à une véritable servilité. À cet égard, Mozart, qui est imprégné dès son plus jeune âge par cette attitude, fera en devenant en 1781 un musicien libre de toute dépendance, un acte qui, aux yeux de son père, apparaîtra fou et dans le contexte de la société véritablement révolutionnaire. Léopold est un homme ambitieux, manifestement plutôt intègre et plus cultivé que la moyenne de ses semblables. S'y ajoute un respect profond pour ceux qui lui sont hiérarchiquement supérieurs, ce qui le pousse à s'abaisser pour parvenir à ses fins et à conseiller à son fils d'en faire autant. Tout comme un Don Basilio, il recommande à Wolfgang de s'introduire là il faut par la flatterie. Son office auprès du prince archevêque de Salzbourg est considéré comme un honneur. Le service est à vie. Mais dans ce cas précis, le prince octroie une pension parfois assortie d'avantages en nature, maison ou terre, habits ou couverts. Des cadeaux offerts aux compositeurs d'une œuvre commandée ou aux musiciens-interprètes compensent souvent la médiocrité des gages. À la suite des 2 audiences accordées par les souverains viennois, Nannerl et Wolfgang reçoivent en guise de remerciement 2 habits de cour. Léopold se plaindra souvent de ne pas percevoir de cadeaux en espèces sonnantes et trébuchantes. D'ailleurs, ce qui sépare d'emblée Mozart et son père, c'est le rapport avec l'argent. Léopold en a un goût évident. Wolfgang y sera indifférent, sauf quand, ayant gagné des sommes considérables, il n'en restera plus. Il prêtera sans réclamer de remboursement, il donnera beaucoup sans prévoir les conséquences. Quant aux compositions de son père, si elles l'impressionnent au départ, Wolfgang se rend rapidement compte qu'elles appartiennent irrémédiablement à une génération passée, celle de la basse chiffrée, où l'exécutant réalise lui-même sa partie partant des chiffres qui indiquent les accords, propres au XVIIe et XVIIIe siècle. Malgré l'immense autorité que Léopold exerce auprès de son fils, celui-ci ne prend dans cette musique que ce qui peut servir à ses propres fins, rien de plus. Il reçoit de multiples impressions changeantes, mais autant il est réceptif, autant il a déjà la faculté de rejeter ce qui s'oppose à sa nature. De l'attachement inébranlable de son père pour ce système de réalisation à l'ancienne, il s'amuse plutôt, en le parodiant. Léopold, conscient qu'il faut franchir ce stade, essaie bien d'écrire dans un style plus moderne, plus galant, mais sans succès. Wolfgang perçoit vite ses contradictions. Son père est un compositeur de Salzbourg, mi-rationnel, mi-populaire. Wolfgang, lui, n'est ni l'un ni l'autre. Il est d'emblée un dieu. Il s'engage dans la vie en conquérant, pas en mendiant. Il s'amuse des caractéristiques populaires salzbourgeoises. Il ne les intègre jamais à son imagination inventive.
Lors des grandes tournées de Nannerl et son frère en compagnie de leurs parents, Nannerl ne sera pas loin de susciter la même admiration que Wolfgang. Cependant, en certains moments, elle souffrira, semble-t-il, d'un complexe d'infériorité, son frère ayant de plus l'avantage de composer. Mais elle prendra aussi de l'ascendant sur lui par une virtuosité plus importante. Léopold se voudra rassurant. Wolfgang est d'une gaieté extraordinaire. Nannerl ne souffre plus en rien à cause du gamin, attendu que lorsqu'elle joue, tout le monde parle d'elle et admire sa vélocité. Les avis insérés dans la presse lui font la part belle. La petite fille qui est dans sa 12e année et le petit garçon qui est dans sa 7e, non seulement joueront tous deux des concertos sur le clavecin ou le pianoforte, le petit garçon exécutera un concerto sur le violon, il accompagnera au piano les symphonies, enfin, il improvisera librement aussi longtemps qu'on voudra l'entendre et dans tous les tons qu'on lui proposera, même les plus difficiles, non seulement sur le piano, mais aussi sur un orgue, etc. Ce voyage à Vienne de 1762 n'est qu'un prélude, un coup d'essai en quelque sorte pour l'importante série de voyages à venir. Chapitre 3. Die Lehrjahre, les années d'apprentissage, Goethe. En 1763, lorsque prend fin la guerre de 7 ans qui oppose l'Autriche et la Prusse depuis la naissance de Wolfgang, Léopold sent venu le moment tant convoité de lancer une nouvelle offensive, de bien plus grande envergure cette fois. En route vers Paris, enfants et parents s'arrêtent à Munich, à Augsbourg, le lieu natal de Léopold, à Ulm. Ils s'émerveillent de la nature somptueuse du Württemberg, se rendent à Mannheim, Mayence, Coblence. Après Bonn, futur lieu de naissance de Beethoven, et Cologne, ils traversent les Pays-Bas. Léopold ne manque jamais de relater leurs aventures à Salzbourg, afin que le journal local rende compte des réussites qui jalonnent leur trajectoire. Léopold Mozart, avec ses 2 merveilleux enfants, continue son voyage en France et en Angleterre, en passant par les grandes cours d'Allemagne. Imaginez une petite fille de 11 ans qui interprète au clavecin ou au piano les sonates et concertos les plus difficiles des plus grands maîtres, avec la plus grande clarté, une aisance incroyable et dans le meilleur goût. Cela suffirait à émerveiller un grand nombre de personnes, mais on ne cessera de s'étonner en voyant un petit garçon de 6 ans assis au piano qui, non content de badiner en jouant ces mêmes sonates, trios, concertos les plus difficiles, les interprétera en maître et improvisera des heures entières, tantôt cantabile, tantôt avec des accords, proposant les meilleures idées dans le goût actuel et accompagnant à livre ouvert des symphonies, airs et récitatifs au cours de grandes académies. Cela ne dépasse-t-il pas l'entendement? Wolfgang et Nannerl s'émerveillent de toutes ces nouveautés, de toutes ces rencontres. En effet, ils assistent ou participent à ce que l'on nomme des académies, des concerts à souscription dont Wolfgang usera largement au cours de sa vie. À Francfort a lieu une rencontre émouvante, la seule entre Goethe et Wolfgang. Le vieux poète s'en souviendra toute sa vie. À plus de 80 ans, il écrit: Je l'ai vu, l'enfant de 7 ans, quand il donna un concert au cours d'un voyage. Moi-même, j'avais alors 14 ans environ, et je me souviens encore parfaitement de ce petit bonhomme avec sa perruque et son épée. Malgré l'emploi du temps ardu auquel sont soumis Wolfgang et Nannerl, celle-ci rapporte que son frère retrouve vite l'insouciance et la fantaisie propre à l'enfance. La diversité des paysages et des événements nourrit son imaginaire. Comme les voyages que nous faisions le conduisaient dans des pays divers, il s'imaginait, quand nous passions d'une ville à une autre, sortir d'un royaume qu'il appelait le royaume de derrière. Je ne sais plus pourquoi. Ce royaume et ses habitants étaient pourvus de tout ce qui pouvait rendre les enfants bons et gentils. Il était le roi de ce royaume. Et cette idée le poursuivait tellement que notre domestique, qui savait un peu dessiner, avait dû lui en dresser une carte, et Wolfgang lui dictait les noms des villes, des foires et des villages. Malgré les louanges qui leur sont prodiguées, les enfants ne perdent pas leur faculté d'émerveillement. J'ai vu le parc et un jeune éléphant, un âne qui a des rayures blanches et brun café, si régulières qu'on ne pourrait pas mieux les peindre.
J'ai vu le Jardin Royal, le British Museum, où j'ai vu la bibliothèque, les antiquités, toutes sortes d'oiseaux, de poissons, d'insectes et de fruits, un oiseau particulier nommé basson, un serpent à sonnette, un voile fait d'écorce et de cheveux en écorce effrangée, des chaussures chinoises, une maquette du tombeau de Jérusalem, toutes sortes de choses qui poussent dans la mer, des pierres, du baume indien, la sphère terrestre et la sphère céleste. Et Nannerl d'énumérer une foule de hauts lieux de Londres diligemment visités. Ils vont même jusqu'à Canterbury voir la cathédrale. Wolfgang y a-t-il touché ses orgues? La vigilance de Léopold sur le développement musical et intellectuel de ses enfants qu'il adore ne se dément jamais. Enfant et petit garçon, tu n'allais jamais au lit sans avoir chanté « Oragna figata », en m'embrassant à plusieurs reprises et en finissant par le bout du nez. Tu me disais alors « Quand tu seras vieux, je te mettrai bien à l'abri de l'air dans un bocal pour te garder toujours près de moi et continuer à te vénérer. » Parti de Salzbourg le 9 juin 1763, la famille parvient à Paris, leur dernière étape, le 18 novembre. Elle est accueillie par l'ambassadeur de Bavière, le comte Van Eyck, et sa femme en leur demeure de l'hôtel de Beauvais, aujourd'hui 68 rue François Miron. Le baron Grimm, que l'on dénomme la tête la plus française de toutes les têtes allemandes, tant il est assimilé à cette culture, écrit un long article dans la correspondance littéraire pour aider à lancer ses jeunes compatriotes. Les vrais prodiges sont assez rares pour qu'on n'oublie pas de les signaler lorsqu'on a l'occasion d'en voir. Un maître de chapelle de Salzbourg, nommé Mozart, vient d'arriver ici avec 2 enfants de la plus jolie figure du monde. Sa fille touche le clavecin de la manière la plus brillante. Elle exécute les plus grandes pièces et les plus difficiles avec une précision étonnante. Son frère, qui aura 7 ans au mois de janvier prochain, est un phénomène si extraordinaire qu'on a peine à croire ce qu'on voit de ses yeux et ce qu'on entend à ses oreilles. Cet article opère comme un véritable sésame ouvre-toi auprès de l'aristocratie française. C'est grâce à Grimm, à qui nous devons tout, dira Léopold, que les Mozart sont introduits à la cour de Versailles. Une première visite a lieu peu après leur arrivée, la veille même de Noël. Ils assistent à plusieurs messes à la chapelle royale ainsi qu'au grand couvert de fin d'année. Léopold ne manque pas de relater ses impressions à son ami salzbourgeois Agenauer. « J'y ai entendu de la musique, bonne et mauvaise. Tout ce qui était pour voix seule et devait ressembler à un air était vide, glacé et misérable, c'est-à-dire français. En revanche, les chœurs sont tous bons et même excellents. Je suis pour cette raison allé tous les jours avec mon petit homme à la messe du roi dans la chapelle royale. » Nannerl et Wolfgang jouent pour la marquise de Pompadour. Celle-ci n'est pas sans impressionner Léopold. Elle a sûrement été très belle, car elle est encore bien. C'est une grande personne, elle est grasse, bien en chair, mais très bien proportionnée, blonde. Elle est pleine d'orgueil, et c'est elle qui régente tout ici. Avec le naturel qui le caractérise, Wolfgang s'apprête à embrasser la grande dame. Celle-ci eut un geste pour l'en empêcher, et Wolfgang dit alors « Qui est-elle pour refuser de m'embrasser? L'impératrice m'a bien embrassé, elle !» Léopold se livre parfois à un humour douteux en relatant à l'épouse de son ami Agenauer l'impression que lui font les femmes françaises. Je ne puis vraiment vous dire si les femmes sont belles à Paris, car elles sont peintes contre toute nature comme les poupées de Berchtesgaden, de sorte que même celles qui sont belles à l'origine deviennent insupportables aux yeux d'un honnête Allemand à cause de cette repoussante élégance. Une rencontre avec le claveciniste-compositeur silésien Johann Schobert, maître de musique depuis 1761 du prince de Conti, impressionne vivement Wolfgang, malgré le jugement de son père qui traite l'homme sans ménagement d'infâme. C'est néanmoins la musique de Schobert qui incite son fils à composer son premier opus à 7 ans, donc, des sonates pour clavecin avec accompagnement de violon, qu'il dédie à Madame Victoire, fille de Louis XV. Bien des années plus tard, après la mort de son frère, Nannerl se rappelle l'emploi du temps déjà sévère auquel l'enfant de 7 ans s'astreignait.
Depuis son enfance, il préférait jouer et composer la nuit, et le matin de bonne heure. Lorsqu'il se mettait au clavier à 9 heures du soir, on ne pouvait l'en déloger avant minuit. Je crois qu'il aurait joué toute la nuit. Le matin, de 6 à 9 heures, il composait généralement au lit, puis il se levait et n'écrivait plus de la journée. À 8 heures du soir, il jouait toujours au clavier ou composait. Je ne sais rien de ses exercices au clavier après son 7e anniversaire, car ces exercices consistaient à se faire entendre, à jouer ce qu'on lui proposait et qu'il déchiffrait en un instant. C'étaient là ses exercices. La maladie n'est pas absente de ces longs voyages éprouvants à Vienne, à Paris et bientôt à Londres. Elle vient parfois compromettre gravement le bon déroulement des concerts. Et si c'est Wolfgang qui a la constitution la plus vulnérable, sa sœur n'échappe pas non plus à des atteintes physiques sévères, conséquence d'une trop grande fatigue. L'homme ne peut échapper à son destin, note alors Léopold, qui ne cesse de faire toute une série d'actions de grâce pour la guérison de l'un puis de l'autre, sauf que lorsqu'il s'agit de Wolfgang, la dette qu'il contracte envers Dieu est plus importante que pour sa fille. Je vous prie maintenant de faire dire dès que possible les saintes messes suivantes. 3 à l'hôtel de l'Enfant Jésus à Loreto, 1 à Maria Pleine et 1 à Maria Hilfe de Passau, 2 à l'hôtel de Sainte-Anne chez les Pères franciscains, à la paroisse, 1 en l'honneur de Saint Walpurgis et 1 en l'honneur de Saint Vincent Ferrier. Ce sont donc 9 saintes messes. Léopold est conscient qu'il faut profiter vite de ce que le talent de ses 2 enfants précoces a d'exceptionnel. Ou peut-être faut-il que je croupisse à Salzbourg, espérant en vain une amélioration et que Wolfgang grandit, nous soyons, moi et mes enfants, menés par le bout du nez, jusqu'à ce qu'arrive le temps où les voyages me seront interdits, où l'âge et la taille étant venus, les mérites de Wolfgang ne produiront plus de surprise. Lorsque la famille débarque sur la côte anglaise, Wolfgang est encore à l'âge béni des petits prodiges. Il a 8 ans, sa sœur 13. Nous arrivions à Londres le 23 avril 1764, pour n'en repartir que 16 mois plus tard, note Léopold. La famille s'installe chez le coiffeur cousine Cecil Court, Martin's Lane. Moins de 8 jours après notre arrivée, nous voici reçus par le roi George III et la reine Charlotte. La grâce avec laquelle tant Sa Majesté le roi que la reine nous ont accueillis est indescriptible. En peu de mots, leur attitude à tous deux et leur caractère amical nous ont permis d'oublier qu'ils sont rois et reines d'Angleterre. 8 jours plus tard, nous nous promenions dans St. James Park. Le roi est passé en voiture avec la reine, et bien que nous ayons porté des vêtements tout différents, ils nous ont reconnus malgré tout, et non content de nous saluer, le roi ouvrit sa fenêtre, pencha la tête à l'extérieur et nous salua en passant de la tête et des mains, plus particulièrement notre master Wolfgang. Georg Friedrich Händel est mort depuis 5 ans lors de l'arrivée des Mozart à Londres, où il est vénéré. Installé depuis 1710 dans ce pays, c'est à lui que les musiciens anglais doivent le renouveau de leur langage. Il est le seul compositeur ayant atteint l'envergure de Henry Purcell, mort en 1695. Si Wolfgang est impressionné par les nombreuses œuvres du grand maître allemand qui lui est donné d'entendre, en revanche, c'est surtout sa rencontre avec le professeur de la reine, Jean Chrétien Bach, qui se révèle merveilleuse pour lui. L'empreinte tant amicale que pédagogique de ce dernier sera de longue portée. Jean Chrétien Bach est le dernier fils de Jean-Sébastien. Il est celui que l'on surnommait le Bach de Milan en Italie, que l'on surnomme ici le Bach de Londres. Reconnaissant d'emblée les dons exceptionnels du garçon, il se propose comme un guide attentif et affectueux. Assis devant le clavier, l'enfant sur ses genoux, il joue quelques mesures d'une musique que Wolfgang reprend aussitôt sans hésitation. Comment résister à cet enfant éblouissant de dons et d'impertinence que l'on juge sur un tabouret ajusté à sa petite hauteur? Entre eux s'installe une forme d'harmonie, une fraternité d'esprit, et presque la même éducation mêlée du Nord et du Sud, mélange dont Wolfgang subit l'attrait avant même de découvrir l'Italie. Wolfgang sent bien que ce nouvel ami a suivi un chemin qu'il devra lui-même parcourir. De plus, Jean Chrétien a exploité tous les domaines vers lesquels il est déjà attiré.
la sonate pour clavier, pour violon, le trio pour clarinette, le concerto, la symphonie et même le domaine vocal de l'opéra seria. Dans une lettre du mois de mai 1764, Léopold écrit « Maintenant Wolfgang a toujours un opéra en tête ». Maurice Barrès a feuilleté le carnet d'esquisses écrit à Chelsea par Mozart en 1764. La richesse de ce carnet lui a inspiré une phrase très belle. Que tels aient été les songes d'un enfant, c'est la preuve du paradis par le désir. À 8 ans, il imagine déjà une symphonie en sol mineur d'une extraordinaire intensité. Puis il y a l'opus 3, 6 sonates pour le clavecin qui peuvent se jouer avec l'accompagnement de viol ou de flûte traversière, remis à un imprimeur londonien en novembre de cette même année. L'hommage d'un enfant à une reine que précède une dédicace savoureuse et ingénue, rédigée sans doute avec l'aide de Léopold. Plein d'orgueil et de joie d'oser vous offrir un hommage, j'achevais ces sonates pour les porter aux pieds de votre majesté. J'étais, je l'avoue, ivre de vanité et ravi de moi-même lorsque j'aperçus le génie de la musique à côté de moi. Wolfgang appose au pied de son texte l'ensemble de ces noms pour y ajouter du poids. Johann Chrysostomus Gottlieb Amadeus Mozart. Malgré son désir obsédant d'exhiber le talent de ses enfants, l'intensité dont fait preuve son fils dans ses rapports avec la musique préoccupe parfois Léopold. Déjà sonne l'avertissement d'un don trop important, trop lourd à porter pour un corps si frêle. Quand tu t'occupais de musique, ton visage exprimait un tel sérieux que maintes fois, et en divers pays, j'ai vu des gens s'inquiéter de ta santé et se demander si ton talent précoce ne devait pas l'ébranler. Léopold rend fidèlement compte des rencontres et des événements. Le 19 mai, nous sommes allés encore une fois chez le roi et la reine. Il n'y avait personne d'autre que les 2 frères de la reine et le frère du roi. Le roi fit jouer à Wolfgang non seulement des pièces de Wagenseil, mais encore de Bach, d'Abel et de Handel. Il joua tout cela à prima vista. Il a joué aussi sur l'orgue du roi, et tellement bien qu'on le considère ici comme meilleur organiste que claveciniste. Georg Christoph Wagenseil, fort oublié désormais, est l'un des grands prédécesseurs de Handel. Allemand du Sud, sa notoriété est importante. C'est l'un de ceux chez qui Léopold, toujours soucieux de former le goût de ses enfants, puise couramment pour enrichir leur répertoire. Ce compositeur fait partie de ceux qui ont vigoureusement attaqué dans la presse nord-allemande l'influence légère de la musique italienne auprès de certains compositeurs germaniques. Accès de fièvre que trahissent les alternances continuelles de piano et de forte, de nouveaux compositeurs à la mode originaires de l'Italie. Quant à nous, Allemands d'une autre espèce, avec à notre tête des Graun, un Hasse, un Bach, un Quantz, nous tâcherons, dans toute la mesure du possible, de préserver en musique le sublime, le tendre, l'émouvant, le beau chant, la pure harmonie, la noble expression. Mais Wolfgang, sans s'en rendre compte, a déjà absorbé le style italien. Cette fantaisie peu germanique lui plaît. Elle façonne peu à peu son propre langage, et son nouvel ami, Jean-Chrétien Bach, est tout acquis à cette musique. Il est vrai que l'esprit galant de la musique du Bach de Londres est parfois taxé de superficielle et même, ironie des choses, qu'elle sera parfois qualifiée de Mozart sans âme. Mais il ne faut pas oublier qu'il est contraint d'écrire pour des salons anglais. Léopold lui-même encourage son fils dans cette voie. « Ce qui est mince, léger, peut tout de même être grand, » lui dit-il. « De telles pages sont plus difficiles à écrire que toute une progression harmonique qui, elle, échappe à la compréhension de la majorité. » Wolfgang assimile naturellement ce que peuvent lui apporter les tendances des uns et des autres. À cette période, Jean-Chrétien Bach est le seul compositeur qu'il chérit et qui le lui rend bien. Plus tard, il dira de lui « Je l'aime tendrement et je le respecte de tout mon cœur, et quant à lui, il ne fait pas de doute qu'il m'a chaleureusement loué en ma présence, mais aussi auprès d'autrui et en tout sérieux, non pas de manière exagérée comme le font certains autres. » Il reste à l'enfant à découvrir l'univers de Joseph Haydn, l'influence majeure, ainsi que tant d'autres. Quelque temps après le séjour des enfants à Londres,
un juriste et écrivain anglais du nom de Daines Barrington remettra au secrétaire de la Royal Society de cette ville un passionnant compte-rendu daté du 28 novembre 1769. Barrington y analyse longuement le phénomène Mozart en développant point par point ses observations. Imaginons qu'un enfant de 8 ans ait à lire 5 lignes en même temps dont les lettres de l'alphabet auraient différentes significations. Par exemple, dans la première ligne, A avec sa signification normale, dans la seconde, celle d'un B, dans la troisième, celle d'un C, dans la quatrième, celle d'un D. Imaginons de plus que les lignes ainsi composées de caractères de différentes significations ne soient pas organisées de manière à être lues exactement l'une au-dessous de l'autre, mais souvent dans un ordre irrégulier. Imaginons alors un discours capital de Shakespeare, jamais vu auparavant, lu maintenant par un enfant de 8 ans avec toute l'énergie propre à Garrick, David Garrick, célèbre comédien anglais de l'époque. Imaginons encore que cet enfant lise d'un coup d'œil 3 différents commentaires de son discours en vue de l'illustrer, et qu'un commentaire soit écrit le premier en caractère grec, le second en caractère hébreu et le troisième en caractère étrusque. Supposons alors que par divers signes, il souligne ce qui est le plus important dans chaque mot, et parfois que les 3 commentaires, parfois 2 d'entre eux, doivent être soulignés. Si l'on conçoit ceci, on aura une certaine idée de ce que cet enfant est capable de faire. Le 1er août 1765, la famille Mozart amorce le long chemin du retour. Fidèle à sa pratique habituelle, Léopold n'hésite pas à modifier l'itinéraire prévu s'il se présente une situation plus avantageuse ailleurs. En l'occurrence, il s'agit de se rendre en Hollande, à l'invitation de la princesse Caroline von Nassau-Weilbourg, sœur du prince Guillaume d'Orange. Celle-ci ayant manifesté un désir extraordinaire d'entendre les jeunes prodiges allemands. Ce voyage qui les amène à Lille, à Gand, à Anvers, à Bruxelles, à Rotterdam et enfin à La Haye est émaillé d'étapes forcées. Nannerl est malade, tant et si bien qu'on la considère comme perdue. Je l'engageai à se résigner à la volonté de Dieu, lui fit administrer les saints sacrements, note Léopold, ajoutant pour l'édification de la pauvre enfant « Ma femme et moi persuadions la petite de la vanité de ce monde et du bonheur de mourir jeune. Mais contre toute attente, et peut-être peu convaincue du bonheur de mourir jeune, Nannerl se rétablit pour céder aussitôt la place à Wolfgang, terrassé par une fièvre cérébrale qui le plonge 8 jours durant dans un coma alarmant. Wolfgang est méconnaissable. Il n'a plus que la peau sur les os. L'enfant sera long à s'en remettre. Quelle sera l'incidence de ces atteintes sur l'extrême brièveté de sa vie? Des enfants enfin rétablis, ils sont aussitôt remis à l'épreuve des concerts, Amsterdam, Utrecht, Rotterdam, Anvers, Bruxelles. La route les mène par Cambrai vers Paris, où ils séjourneront de nouveau 2 mois, avec réception obligée à Versailles, avant d'entamer enfin le long chemin du retour à la maison. Ils traversent la Suisse, où Léopold compte bien rencontrer Voltaire, auquel Grimm a adressé une lettre de recommandation. Le célèbre M. Voltaire a son château dans les environs immédiats de Genève, en un lieu nommé Ferney. La rencontre ne se fait pas. Voltaire, alors âgé de 72 ans et souffrant, il ne peut se rendre à Genève pour écouter les enfants, ce dont il avise Madame d'Épinay. « Votre petit Mazard, madame, a pris, je crois, assez mal son temps pour apporter l'harmonie dans le temple de la discorde. J'étais très malade quand ce phénomène a brillé sur le noir horizon de Genève. Il est parti, à mon grand regret, sans que je l'aie vu. » Le dernier grand parcours du retour à la maison s'étire encore sur 5 mois épuisants. Wolfgang souffre cette fois de fièvre rhumatismale. À la fin de novembre, exsangues, les enfants peuvent enfin se reposer chez eux. Le 27 janvier 1767, Wolfgang fête ses 11 ans. L'immense tournée à travers l'Europe, le séjour londonien et les étapes interminables du retour se seront donc étendus sur 3 années et demie. Si la maladie a souvent été leur hôte au cours de ce voyage, en revanche, la musique entendue, les rencontres,
Les terres et les villes traversées, tant et tant d'expériences nouvelles, ont enrichi de manière unique et privilégiée l'univers des enfants. Wolfgang se révèle un interprète surdoué, il est vrai. Pour autant, Léopold ne néglige jamais de développer ses dons de compositeur. Il est parfaitement conscient de la nécessité pour son fils de se frotter à tous les styles, à toutes les tendances en cours, afin qu'il puisse trouver son propre langage. Au retour du voyage, il sait le chemin encore à parcourir afin d'accéder au niveau d'une gloire qui ne soit pas passagère. Vous savez que mes enfants, et principalement Wolfgang, ont encore beaucoup à apprendre. Si cet apprentissage, par certains aspects, se révèle cruel, parfois même déplaisant par les excès exhibitionnistes qui abusent de son enfance, Wolfgang est en revanche l'un des rares compositeurs à avoir pu, par la volonté inflexible de son père, bénéficier d'une éducation unique. Celle-ci le place de manière tout aussi unique dans l'histoire de la musique. Chapitre 4. La finta semplice, la fausse naïve, le premier opéra bouffe. Le 11 septembre 1767, 9 mois seulement après le retour du grand voyage, Léopold, toujours à l'affût d'occasions propices pour produire ses enfants, embarque de nouveau sa famille à Vienne. Il s'agit de participer aux célébrations entourant le mariage de Marie-Josépha, fille de l'impératrice, avec le roi de Naples, Ferdinand. Le fait que les Mozart n'aient pas été conviés à ces noces ne décourage nullement Léopold. Il sait qu'il y aura de multiples concerts et il est confiant dans la possibilité d'organiser quelque chose à l'avantage de sa progéniture. Le voyage se révèle pourtant peu fructueux, l'émerveillement provoqué par les enfants lors de leur première visite étant déjà quelque peu éventé. La famille est effectivement reçue par l'impératrice, mais d'audition, il n'en est pas question. Wolfgang n'est plus l'enfant prodige qu'il a été. À 11 ans, il est désormais au seuil de l'adolescence et peut-être ses dons d'interprète ne sont-ils plus aussi exceptionnels que dans l'improvisation ou dans son oreille infaillible. Par ailleurs, comme compositeur, il a encore tout à prouver. Surtout dans une ville où Gluck est le maître absolu et où le nom de Haydn se fait toujours plus illustre. Léopold, comme toujours, réagit avec vigueur au manque d'intérêt suscité par son fils. Il se rend compte qu'il faut se tourner vers ses compositions et exploiter cet aspect-là de son talent. Alors, écrit-il à son fidèle propriétaire et pourvoyeur de fonds Hagenauer, j'ai pris la décision de tenter une chose tout à fait extraordinaire. Il doit écrire un opéra pour le théâtre. Quel bruit n'a-t-il pas fait dans la coulisse parmi ses compositeurs? Quoi? Aujourd'hui, on verra un Gluck et demain un garçon de 12 ans assis au piano et diriger son opéra? Oui, malgré tous les envieux. J'ai même amené Gluck à nous soutenir, de sorte que, même s'il ne le fait pas de très bon cœur, il ne peut rien laisser paraître, car ses protecteurs sont aussi les nôtres. La gloire d'avoir écrit un opéra pour le théâtre de Vienne ne constitue-t-elle pas le meilleur moyen pour Wolfgang de nous procurer du crédit non seulement en l'Allemagne, mais aussi en Italie? L'amour de Wolfgang pour l'opéra remonte loin puisque, dès le mois de mai 1764, c'est-à-dire quand il avait 8 ans, son père avait noté qu'il ne cessait d'y penser. À cet âge, il avait déjà assisté à un certain nombre de spectacles musicaux, notamment à Londres. C'est donc un projet qui évoque pour lui une certaine réalité. Dans le catalogue où il prend note des compositions de son fils, Léopold inscrira quelques années plus tard toute une série d'arias, aujourd'hui perdues, hélas, par lesquelles l'enfant fait ses armes, à défaut d'obtenir une commande aussi importante que celle d'un opéra. Une lettre écrite par Léopold en 1765 fait mention aussi d'un pasticcio, genre très goûté du public, pour lequel il s'agit de mettre bout à bout sur un même livret des airs empruntés à d'autres opéras et composés par des musiciens divers. En l'occurrence, il s'agit, semble-t-il, d'un pasticcio sur le livret d'Ezio, du célèbre poète et librettiste Métastase, avec lequel plus tard Wolfgang va collaborer plus d'une fois. Comme toujours pour Léopold, lorsqu'une idée germe dans sa tête, tous les moyens sont bons pour faire en sorte qu'elle se concrétise. Il prétend que c'est l'empereur lui-même qui en est à l'origine, lorsque ce dernier demanda au jeune homme s'il aurait plaisir à écrire un opéra. Cet empereur est désormais Joseph II.
rencontré autrefois chez sa mère, l'impératrice Marie-Thérèse, au château de Schönbrunn. L'affaire est transmise au directeur, le comte Affligio, directeur du Burgtheater depuis 1767. Celui-ci signe sans enthousiasme, semble-t-il, un contrat de 100 ducats pour la composition de l'ouvrage. Le livret, tiré d'une comédie, La Finta Semplice, du Vénitien Carlo Goldoni, est élaboré par un certain Marco Coltellini. La durée du séjour à Vienne s'étire malgré la rapidité à laquelle compose le jeune homme. L'archevêque de Salzbourg commence à se lasser de tant d'absence de la part de son Kapellmeister. Léopold est informé que son traitement est suspendu tant que dure celle-ci. Par ailleurs, lorsque quelques mois plus tard Wolfgang met fin à son importante partition, quelques 500 pages, nul ne se presse pour la monter. Il s'ouvre même une sourde cabale que Léopold, dans des lettres de plus en plus amères, attribue à Gluck et à d'autres compositeurs confirmés, qui verraient mal un adolescent de 12 ans leur damer le pion sur leur propre terrain. Les dates de représentation sont remises. On monte d'autres ouvrages à la place. Léopold en est malade, blessé dans son orgueil, honteux de cet échec, notamment aux yeux de sa ville natale et pour son honneur aux yeux de l'archevêque. Nous sommes des gens honnêtes qui font connaître au monde, pour la gloire de leur prince et de leur patrie, un miracle que Dieu a fait naître à Salzbourg. Si je dois convaincre le monde de ce miracle, je ne peux le faire que maintenant, alors que tout le monde tourne en ridicule ce qui est miraculeux et en dénie le caractère. Force lui est de constater que malgré, ou peut-être à cause de, tous les efforts qu'il déploie pour se faire considérer, lui et les siens, à l'égal du milieu qu'il courtise, Léopold n'y est pas admis. Il est et demeure un musicien subalterne, placé dans une situation subalterne. Pour Wolfgang, il s'agit là du premier échec important. Son père n'a cessé de le couvrir d'éloges, de vanter ses mérites auprès de tous. Mais c'est une tactique à double tranchant. Les intrigues continuent afin de parvenir à s'imposer, et lui et sa famille ont pu en agacer plus d'un. Susciter aussi sans doute quelques jalousies de la part de ceux qui se sentent menacés dans un poste officiel difficilement conquis. Entre-temps, tous les compositeurs, Gluck en particulier, avaient tout mis en œuvre pour empêcher l'opéra d'avancer. On embobina les chanteurs, on ameuta l'orchestre, et l'on fit tout pour bloquer la mise en scène. Les chanteurs, qui savent de toute façon à peine lire leurs notes, et dont certains doivent apprendre d'oreille leur rôle, ont dû affirmer qu'ils ne pouvaient pas chanter leurs airs alors qu'ils les avaient auparavant entendus chez nous, les avaient approuvés, applaudis, et dit qu'ils leur convenaient. L'orchestre ne voulait plus être dirigé par un enfant, et sans objection de ce genre. Mais qu'en est-il réellement du refus de monter la Finta Semplice? On ne sait trop. Il est difficile d'admettre qu'un compositeur aussi confirmé que Gluck, par exemple, aussi conscient de son génie, se soit compromis dans les médisances mesquines dont sont victimes les Mozart. Nous ne connaissons pas davantage la réaction de Wolfgang lui-même, mais on peut imaginer, malgré une déception certaine, qu'étant donné son tempérament bien affirmé, il est suffisamment confiant en son talent et à sa bonne étoile pour ne pas s'y attarder. De fait, peu après, le voici tout entier absorbé par l'écriture de la musique pour un petit spectacle que souhaite monter un certain docteur Mesmer, qui réalise des travaux importants sur le magnétisme animal. C'est un homme fortuné et grand mélomane. Le spectacle est destiné au théâtre de verdure situé dans son jardin viennois. Il s'agit d'un opéra comique, Bastien et Bastienne, inspiré du texte français de Favart, Les amours de Bastien et Bastienne, lui-même étant une parodie burlesque du fameux devin du village de Jean-Jacques Rousseau. Le 1er octobre, date de sa création, le spectacle étant privé, suscite peu de commentaires dans les journaux. Nous ne savons donc pas quel en est l'accueil. Mais il est certain que cet ouvrage jette un léger baume sur la fierté blessée de Léopold, lui permettant de rentrer enfin à Salzbourg, la tête haute. Malgré l'échec de son premier opéra, La Finta Semplice, le long séjour dans une ville aussi fastueuse que Vienne ne peut être négatif pour Wolfgang, qui a pu assister à d'innombrables académies, découvrir des pages religieuses, entendre au théâtre les opéras des compositeurs les plus en vue, ceux de Johann Adolph Hasse notamment, qui a, semble-t-il, défendu vivement le jeune homme durant ses démêlés dus à la Finta Semplice.
ceux de Piccini, de Leopold Florian Gassmann et surtout de Gluck. Il a pris connaissance des nouveaux courants symphoniques grâce aux œuvres de Joseph Haydn, entre autres. Peut-être est-ce là qu'a lieu leur premier vrai contact, toute manifestation qu'une petite ville comme Salzbourg n'est pas en mesure d'offrir. Wolfgang rencontre également le jeune baron Van Swieten, avec lequel il se lie d'une amitié fidèle. C'est chez le père de ce dernier qu'il fait la connaissance du poète et librettiste Métastase. Chapitre 5. Nannerl, la fin de l'enfance. Dès son retour à Salzbourg début janvier 1769, Léopold projette d'amener son fils dans un périple qu'il considère comme un maillon essentiel pour le développement d'un compositeur, le voyage en Italie. En attendant, le moral de la petite famille se trouve grandement raffermi par le fait que le bienveillant archevêque Sigismund von Strattenbach non seulement ne tient pas rigueur à son Kapellmeister de sa longue absence, mais décide de faire monter la Finta Semplice à l'occasion de sa fête. Reconnaissant pleinement la nature musicale d'exception de Wolfgang, il lui confère en outre le titre officiel de Hofkonzertmeister, maître de concert de la cour, et accorde à Léopold le nouveau congé nécessaire au voyage en Italie, le premier voyage que le père et l'enfant vont faire seuls, car Nannerl ne participera plus à ces longs périples. Le temps de l'enfance est terminé pour elle. Léopold porte tout son intérêt sur son fils. À cette époque, on ne connaît à Wolfgang aucune relation avec d'autres enfants, hormis sa sœur. Nannerl est son compagnon de jeu dans tous les sens du terme, sa complice aussi bien en musique que dans les 1001 espiègleries auxquelles les enfants se livrent. Elle est l'objet d'une tendresse qui chez lui est toujours à fleur de peau. On peut imaginer que l'inverse est également vrai. L'absence de Wolfgang n'en sera que plus dure. « Frère chéri, je te souhaite tout le bonheur possible, que Dieu te garde en bonne santé, et que dans la joie comme dans la peine, tu penses à nous qui vivons des temps si tristes et sommes séparés de vous. » Elle se fera désormais l'alliée de son père pour maintenir son frère dans le droit chemin. « Je t'en prie, suis en tout point les conseils de mon père, et j'aurai le plaisir indescriptible de pouvoir t'embrasser avec une joie intense. » En 1770, Nannerl a 18 ans. En d'autres temps, ses dons de virtuose eussent été reconnus, ainsi peut-être que ses essais à la composition. CSM, sorella mia, j'ai été très surpris de ce que tu saches si bien composer. En un mot, ton lied est très beau, écris souvent quelque chose. Il est émouvant que Wolfgang s'intéresse et encourage sa grande sœur dans ses tentatives de compositeur, car à l'époque, il est tout simplement inconcevable qu'une femme puisse envisager de faire carrière dans ce domaine. Et d'ailleurs, comment se mesurer à un frère aussi exceptionnel? Nannerl se résigne. Lorsque cette nouvelle tournée s'annonce, elle sait qu'elle devra rester à la maison, à Salzbourg, où elle commence à donner des leçons de clavecin grâce auxquelles l'ordinaire de la famille va être sensiblement amélioré. Regrette-t-elle que cette sage activité vienne si vite se substituer à une carrière à laquelle la prédisposait pourtant sa virtuosité? Et ne conçoit-elle pas alors quelque rancœur envers un frère qui poursuit brillamment sa trajectoire sans qu'elle soit à ses côtés? Consciemment du moins, il semble que non, car tous deux continuent à entretenir une tendre correspondance et à se faire des confidences même sur leurs premiers amours. Dans leurs lettres, les plaisanteries abondent, assorties parfois d'une phrase plus grave, plus révélatrice. « Je suis encore de ceux qui veulent faire jusqu'à ce qu'à la fin, il n'y ait aucun moyen de faire », lui avoue son frère. Toute sa vie, Wolfgang exprimera sous les formes les plus diverses l'affection profonde qu'il porte à ses amis et en ses années d'enfance à sa famille. Sa pudeur, on la devine au détour de nombreuses et tendres bouffonneries qu'il distribue généreusement au hasard de farces, souvent aussi grossières que cocasses, qu'il se plaît tant à inventer et dont il se montre particulièrement prodigue avec sa sœur. « Ma très chère Salers, mon petit cœur, ma très chère Nannerl, ma petite sœur, je te remercie fort de tes souhaits, mon ange. En voici de Mozart, ce butor en échange. J'espère que tu m'aimes comme Wolfeld t'adore.
À toi, bonheur et joie, s'il en existe encore. Ah, venez vite ici, mes chéris, et dansons, et que vive tout le monde, et maman, et papa, et la sœur, et le frère, Ousia, Hopsasa, et la maîtresse de Wolfgang, et Wolfgang lui-même, qu'ils attendent longtemps, longtemps leur heure dernière, et que longtemps encore ils puissent pisser et chier, et que longtemps encore Wolferve et Salerl, la petite sœur, demeurent de vrais copains. Hélas, il faut que j'aille au beau pays du rêve. Il est minuit, tout dort, et le sommeil m'achève. Ce poème innocent ne porte-t-il pas déjà le sens fugitif des choses et la volonté de partager la tendresse qui pénètre toute sa musique et qui ne le quittera qu'avec son dernier souffle? Chapitre 6. L'Italie. Kennst du das Land? Connais-tu le pays? Goethe. Léopold sait à quel point il est important que Wolfgang s'imprègne de l'art musical italien, et même de la culture italienne en général. En orientant ses efforts vers un voyage que sa famille n'a pourtant guère les moyens de supporter, il obéit à une tradition solidement ancrée dans les us et coutumes des musiciens depuis l'époque des grands maîtres vénitiens. L'imprégnation italienne a valu à plus d'un, tel Handel, Hasse, Gluck et Jean-Chrétien Bach, une réputation universelle. L'Italie musicale conserve encore un prestige indéniable, bien que promis à un déclin inévitable. À la suite de ses grands prédécesseurs, Wolfgang est déjà acquis à ce que cette terre peut offrir, la vivacité de la pensée musicale, le charme, une écriture plus chantante. En 1769, Wolfgang a 14 ans, ou presque, lorsque vers la mi-décembre, il se met en route avec son père pour l'Italie. Première escale importante à la veille de Noël, Rovereto, où Léopold s'empresse de prendre les contacts nécessaires, dont l'un avec un ancien élève pour le violon, le bailli Niccolo Cristiani, devenu une haute personnalité de la ville. L'accueil est plus que prometteur. Tous veulent entendre le jeune prodige, lorsque celui-ci manifeste le désir de s'essayer aux orgues de la ville. Nous sommes allés jusqu'à l'église principale, et bien que seulement 6 à 8 personnes de la ville aient été au courant, nous y avons trouvé tout Rovereto. Il a littéralement fallu que des gars solides marchent devant nous et nous frayent un chemin jusqu'au chœur. Là, il nous fallut encore bien une demi-heure avant d'atteindre l'orgue, car chacun voulait être au plus près. Après Rovereto, Vérone, où il séjourne 15 jours. C'est à qui arrivera à côtoyer au plus près Wolfgang. On fait même appel à un peintre, Signaroli, pour croquer son portrait. Déjeuner, dîner, modalités se succèdent. Si Wolfgang est souvent heureux d'un pareil succès, il ne se laisse pas pour autant griser. Sa lucidité et son humour le protègent de toute vanité. En revanche, il ne manque pas de décocher selon son habitude quelques flèches impertinentes à l'intention de ceux qu'il rencontre ou des spectacles qu'il voit, en s'amusant à mélanger les langues dont il est désormais imprégné, l'italien, l'allemand, l'anglais, même le français. Il écrit à sa complice en farce, Nannerl, Oronte, il padre di Bradamante, e un principio, un bravo cantante, un baritono, ma très maniéré dans le fausset, pourtant pas autant que le sieur Tibaldi à Vienne. Bradamante, figlia d'Oronte, innamorata di Ruggiero, mais elle doit épouser Léon dont elle ne veut pas. Fa un povera baronessa che ha avuto una gran disgrazia, ma non so che. Il principe, Ruggiero canta un poco genre Manzoli, ed ha un bellissima voce forte ed ha già vecchio. A 55 anni ed un gosier roulade, a une voix nasillarde et canta sempre un quart d'heure trop tard, o troppo buena hora. À propos, tout le monde est maintenant travesti, et ce qu'il y a d'agréable à cela, c'est qu'on a le droit de ne pas se découvrir quand on est salué, mais de simplement répondre tout le temps « Servitore, umilissimo, giora macera, cospetto de Bacco, sapristi, sabarde ». Wolfgang est tout à son affaire avec les mascarades et les travestis. Son imagination se divertit follement à transformer les choses et les noms. Son œil moqueur, son goût du jeu trouvent ici un terrain de prédilection.
À l'Académie philharmonique de Vérone, il déchiffre brillamment un trio de Boccherini, l'un des nouveaux maîtres italiens du domaine instrumental. C'est un homme auquel on attribuera le sobriquet de « femme de Haydn ». Pourquoi ? Parce qu'il emploie volontiers pour la symphonie comme pour la sonate le style italien aussi bien que celui dit allemand. En vue de ce voyage, Wolfgang lui-même a composé 2 symphonies qu'il dit être italiennes, mais ce qualificatif n'empêche pas la qualité allemande de la musique malgré une couleur plus chantante, des sujets plus contrastés, des thèmes secondaires plus vifs, une plus grande agilité dans l'élaboration. D'ailleurs, le milieu dans lequel il évolue en Italie est fortement pénétré d'influences germaniques. Milan est sous domination autrichienne, et l'un des rois de l'opéra milanais est précisément l'allemand Johann Adolf Hasse, que les Italiens surnomment il Sassone, le saxon. Ce voyage ne doit donc pas provoquer chez Wolfgang le choc ou, disons, le conflit qui pourrait naître du choix obligatoire entre 2 écoles. Au contraire, son éclectisme se trouve nourri par les différentes formules dont il s'imprègne, et cette imprégnation dans sa musique, c'est aussi le charme de l'Italie et l'esprit du XVIIIe siècle. Dans chaque ville, Léopold s'efforce de se munir de lettres de recommandation et d'introduction pour l'étape suivante. Il arrive à Mantoue vers la mi-janvier. Là aussi, Wolfgang fait feu de tous ses dons à la Société philharmonique. Le public est pantois de ce qu'un adolescent de 14 ans puisse apparemment se produire aussi aisément au clavecin, au pianoforte, à l'orgue, au violon, qu'il puisse varier ou déchiffrer tout ce qu'on lui met sous le nez, improviser à loisir et se sortir brillamment des épreuves qu'on se plaît à lui faire subir. Écrire comme les meilleurs maîtres, pour les chanteurs comme pour les instrumentistes, à autant de voix concertantes et obligées qu'on le désire, est pour lui chose facile. Même, il n'hésite pas à se servir de sa voix lorsque l'occasion le demande. Il chanta un air à première vue dont il n'avait jamais lu les vers, avec un accompagnement adéquat. La Gazette de Mantoue ne tarit pas d'éloges en rapportant ses prodiges. Après différentes épreuves singulières qui lui ont été proposées, nos musiciens et nos maîtres ne craignirent pas trop dire en affirmant que ce jeune homme semblait né uniquement pour confondre les hommes les plus expérimentés en musique. Lorsqu'on lit le programme des réjouissances d'une telle soirée, on imagine la fatigue et la tension auxquelles l'adolescent est constamment exposé, car un programme normal s'ouvre et se referme par une symphonie de lui, bien sûr. Entre les deux, le menu est copieux. Un concerto pour clavecin déchiffré par lui, un air d'un maître italien, une sonate au clavecin avec variation de son cru, le tout devant être repris ensuite dans une autre tonalité, puis un concerto d'un autre compositeur, un air improvisé chanté par lui sur des paroles que l'on vient d'écrire, le tout accompagné par lui, bien entendu. Ensuite, le premier violon lui propose un thème sur lequel il devra improviser, suivi d'un air d'un autre compositeur, suivi d'un concerto pour hautbois, suivi d'une fugue composée exécutée par Wolfgang sur un thème qu'on lui présente, suivi d'une symphonie qu'il doit composer d'après la seule partie de violon, suivi d'un petit duo, puis d'un trio dont il déchiffre la partie de violon. Enfin arrive la symphonie de clôture. C'est monstrueux. Mais on se souvient que Nannerl rapportait de son frère, tout petit enfant, « Jamais il ne fallut le contraindre pour composer ou pour jouer. Au contraire, il fallait toujours l'en distraire. Autrement, il serait resté jour et nuit assis au piano ou à composer. » À Crémone, 20 ans avant de s'attaquer lui-même à ce sujet, Wolfgang assiste avec son père à la Clemenza di Tito, la clémence de Titus, de Johann Adolf Hasse. Il en profite pour aiguiser encore une fois son esprit moqueur. La prima donna chante bien, mais tout doucement, de sorte que si on ne la voyait pas jouer, mais seulement chanter, on pourrait penser qu'elle ne chante pas, car elle ne peut ouvrir la bouche et gémit simplement les sons. La seconda donna est faite comme un grenadier, etc., etc., etc. Puis vient l'étape de Milan et les fastes du gouverneur général de la Lombardie. Là, on représente Cesare in Egitto, de Niccolò Piccini, dont la renommée est au plus haut, et que Wolfgang, pour une fois, s'abstient de commenter.
ainsi qu'un opéra de Niccolò Jommelli. Léopold tient Jommelli, l'un des compositeurs les plus importants de l'école napolitaine, pour un intrigant. Il l'avait déjà accusé en 1763 de se donner toutes les peines du monde pour fermer aux Allemands l'accès à la cour et n'y introduire que des Italiens. Alors que Jommelli, qui a entendu l'enfant Mozart à cette époque, avait déclaré, non sans une pointe d'antigermanisme, il est vrai, « Il est surprenant et à peine croyable qu'un enfant allemand puisse avoir autant de talent musical, d'esprit et de flamme. » À l'égard de Piccini, Wolfgang déclare simplement « Je puis être son égal, bien que je sois un Allemand. » Il aura l'occasion de le côtoyer plus tard en 1778 à Paris, une fréquentation pour laquelle Léopold mettra son fils en garde. Il craindra évidemment que son fils ne prenne part à la guerre qui opposera alors les partisans de Gluck et ceux de Piccini. Mais Mozart saura fort bien garder ses distances lorsqu'il le faudra, outre que cette histoire ne l'intéressera alors que très moyennement, sa voix propre n'étant plus ni l'opéra buffa italien tel que le pratique Piccini, encore moins l'opéra seria. Pourtant, à Vienne, en 1768, lorsqu'il s'acharnait à écrire la Finta Semplice, c'était bien la Buona Figliola, opéra buffa de Piccini, qui lui avait servi de modèle. Et bien que ce temps-là soit depuis plusieurs années dépassé, il a, selon la coutume, contribué pour 3 arias à l'un des opéras buffa de Piccini, l'Astratto. Ces quelques adjonctions à l'opéra d'autrui ont trouvé d'emblée la vivacité, l'humour, la structure, permettant d'avancer au même rythme que l'action de la pièce. Mais ses rapports avec le compositeur italien se sont arrêtés là. À Milan, en plus de la rencontre avec Piccini, a lieu celle avec le vieux maître Giovanni Battista Sammartini, organiste et maître de chapelle au couvent Sainte-Marie-Madeleine et qui jouit du privilège d'avoir été 4 ans durant le maître de Gluck. À cette époque, Sammartini a déjà 70 ans. Il n'a plus que 5 ans à vivre. Entre le vieil homme et l'adolescent, l'admiration est spontanée et réciproque. Quant à Léopold, selon son habitude, il ne voit que les honneurs qui couvrent son fils. Il serait trop long de te raconter en détail comment Wolfgang, en présence de Maestro Sammartini et d'une foule de gens les plus habiles, fut soumis à des épreuves savantes et étonna tout le monde. Du reste, tu sais très bien toi-même comment se passent les choses dans ce cas-là. Au cours de ce voyage et les suivants qu'il fera en Italie, Mozart se familiarisera tout à fait avec l'univers symphonique du vieux maître, sans se douter qu'il sera amené à organiser souvent l'audition de ces symphonies lors de sa charge future auprès de l'archevêque Colloredo, qui les goûtera particulièrement. Avant son départ de Milan, le comte Firmian, gouverneur général de la Lombardie, tient à organiser une grande soirée d'adieu. C'est lui qui a hébergé les 2 Salzbourgeois durant ce séjour. Le comte Firmian est un Allemand à qui Léopold est redevable de son poste à la cour de Salzbourg. Wolfgang doit une fois de plus se mettre en frais. Il s'est souvent produit dans ses salons devant les notables de la ville et diverses personnalités de la cour. À cette occasion, Léopold, qui ne perd jamais de vue leurs intérêts, décide de frapper fort. Il demande à Wolfgang de composer quelques œuvres vocales pour l'occasion, afin que son savoir-faire dans ce domaine incite à une commande, celle d'un opéra but absolu. Le stratagème réussit. Léopold, triomphant, s'empresse d'en informer Anna Maria et Nannerl. Il s'agira de mettre en musique Mithridate, Re di Ponto, d'un poète originaire de Turin, Cignasanti. Le livret sera envoyé à Wolfgang pour qu'il puisse y penser un peu d'avance. Nous reviendrons alors à Milan à l'avant. Et comme le compositeur n'est obligé de rester que jusqu'au moment où l'opéra est in scena, nous pourrons alors revenir à la maison par Venise et y passer alors toute une année. Quant au principal intéressé, il ne se livre pratiquement à aucun commentaire. Les récitatifs doivent être envoyés à Milan le 1er novembre. Là, Wolfgang écrira les arias. La prima et la seconda donna sont Signora Gabrielli et sa sœur, le ténor est le Signore Ettore, actuellement il Cavaliere Ettore, parce qu'il porte une certaine décoration. La Signora Gabrielli est connue dans toute l'Italie comme une folle terriblement orgueilleuse qui gaspille tout son argent et fait les choses les plus extravagantes.
Léopold est déjà bien décidé à prodiguer à cette dame toute la flatterie nécessaire pour en faire une alliée et réduire les jalousies, mais surtout à gagner la sympathie des chanteurs. Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.